Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Des coupeurs de route ont attaqué un véhicule de transport en commun dans la nuit du mardi au mercredi 20 janvier entre Mamou Kindia, faisant un mort et des blessés. Les détails à suivre dans ce journal. Le collectif des avocats des civils et militaires impliqués dans l'attaque au camp Alpha Yaya en janvier 2019 demande la reprise sans délai du procès. Vous les entendrez dans cette édition. Les deuxièmes matchs de groupe A au compte du CHAN Cameroun 2020 se sont joués hier mercredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Vous aurez le résumé de cette journée en fin de journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Des citoyens de Conakry apprécient différemment la formation du nouveau gouvernement de la 4e République. Ils s'expriment au micro de Yaya Bari et de Al-Hassan Souma. On peut avoir un changement sans changer le gouvernement. Il ne faut pas que les Guinéens pensent qu'il faut changer ce gouvernement pour pouvoir changer. Non. On peut changer ce gouvernement avec des personnes qui sont mauvais aussi. Que ceux qui sont là, ils sont mieux que ceux qui vont venir. Mais il faudrait que ceux-ci, cette fois-ci, se disent que l'année passée, ce qu'on a fait a été un peu moins. L'année à venir, qu'on travaille encore de plus. Gouverner autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que jusqu'à maintenant, on ne nous a pas expliqué ce que c'est. Mais déjà, je me demande comment on peut faire un changement avec de l'ancien. Je me pose vraiment la question. Mais je veux bien être surpris parce que je suis en Guinée depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, on a vécu tout le régime. Donc, j'aurais souhaité qu'il y ait vraiment des nouvelles visages. Quand on parle de nouveau gouvernement, c'est que ceux qui sont aux cabines, ceux-ci quittent, on va d'autres aussi encore. Ça va nous donner des espoirs. Mais ce qu'on connaissait avant, si c'est les mêmes personnes qui venaient encore, je pense qu'on est tous dans les mêmes problèmes. Le gouvernement, c'est Dieu qui l'a donné, le président de la République. Mais le remplacement d'une femme sur le travail public, il ne peut pas supporter. Le chef de file de l'opposition multiplie ses contacts avec les partis politiques et institutions constitutionnelles du pays. Ce jeudi, il était chez le président de l'Assemblée nationale. Objectif, présenter son cabinet au numéro 1 de l'institution. Oumar Condé, reportage. Mamadou Silla, chef de file de l'opposition, était ce jeudi au bureau de Amadou Damaro Camara pour présenter son cabinet. Il a fait de sa volonté de jouer pleinement son rôle de critique et suggestion en vue d'améliorer la gouvernance dans le pays. C'est une visite de courtoisie et vous savez très bien qu'on entend de tourner là pour aller voir les gens et puis les saluer, présenter surtout le cabinet que j'ai mis en place. Donc normalement c'est la deuxième institution. On a discuté beaucoup de choses, surtout ce qui est l'intérêt de la nation. Donc voilà, en tout cas nous on est très très satisfaits. Le président de l'Assemblée nationale, qui se dit honoré par cette visite, a expliqué ce qui a prévalu, a attribué un rôle au chef de file de l'opposition. L'esprit qui a prévalu, l'esprit de la loi a été rappelé par le président de l'Assemblée nationale et qui n'a pas manqué de rappeler que l'opposition est d'utilité publique et elle doit être le baromètre pour le pouvoir. Critiquer et puis suggérer dans le but d'améliorer la gouvernance en République de Guinée. À l'issue de cette rencontre, les deux partis ont envisagé la mise en place d'un conseil de dialogue national pour une paix durable dans le pays. Joe Biden est investi 46e président des États-Unis ce mercredi 20 janvier 2021 à Washington sous haute surveillance sécuritaire. En Guinée, l'actualité américaine alimente les débats. Ce jeudi 21 janvier, les politiques et éditorialistes se sont exprimés. Alpha Oumar Diallo, reportage. Au lendemain de l'investiture du 46e président des États-Unis qui s'est déroulée sous une haute surveillance sécuritaire de la ville, les Guinéens s'adonnent aux commentaires. Pour le président du bloc libéral, l'apport des États-Unis pour le développement de l'Afrique doit venir des Africains. Il ne faut pas s'attendre à ce que la politique étrangère change fondamentalement. Il y aura quelques changements
cosmétique. Mais la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique, à mon avis, ne va pas fondamentalement changer. Ce qu'on peut dire de l'Afrique, c'est qu'il appartient aux Africains, il appartient aux leaders africains d'abord d'avoir une vision pour l'Afrique. Cet éditorialiste estime que les relations entre les États-Unis et l'Afrique sous Biden seront différentes de ce qu'elles ont été sous l'ère Trump. Je pense que globalement, les relations entre l'Afrique et les États-Unis devraient redevenir normales parce que durant les 4 dernières années, elles n'étaient pas forcément normales parce que le président Trump lui-même n'est pas nécessairement un président ordinaire. Donc, on a désormais un président qui ne va certainement pas regarder l'Afrique avec le mépris avec lequel Donald Trump a regardé ce continent, avec l'arrogance dont il a fait montre à l'égard du continent africain, la condescendance, même l'ignorance même, parce que fondamentalement, l'Afrique n'aura pas existé pour Donald Trump. Joseph Robinette Biden, de son vrai nom appelé Joe Biden, est né le 20 novembre 1942 à Scranton et depuis ce mercredi 20 janvier, il est investi comme le 46e président des États-Unis pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le collectif des avocats des civils et militaires impliqués dans l'attaque au camp Alpha Yaya en janvier 2019 dénonce le retard dans la reprise du procès à la justice militaire. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration commune rendue publique ce jeudi 21 janvier à Conakry. Angeline Guilavogui et Moustapha Diané pour plus de précisions. Après l'attaque du camp Alpha Yaya en 2019, plusieurs militaires et civils ont été arrêtés. Le procès a été interrompu en mars 2020 par une décision du ministère de la Justice pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus dans le milieu carcéral. Cependant, malgré la reprise des procès dans les différents tribunaux, le dossier de l'attaque du camp Alpha Yaya peine toujours à démarrer, une attitude que dénonce cet avocat. Effectivement, nous avons plusieurs civils et militaires qui sont poursuivis devant le tribunal militaire de Conakry. Et depuis le mois de mars 2020, les audiences avaient été suspendues pour cause de Covid-19. Tous les autres justiciables ont eu la chance d'être devant leur juridiction, d'avoir droit à un procès juste et équitable. Mais par contre, devant le tribunal militaire, nos clients n'ont pas eu cette chance. Et jusqu'à présent, cette situation perdure. C'est pourquoi nous avons fait cette déclaration. Poursuivis pour des cas de vol aggravé, complot, incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, révolte, désertion et rébellion, les avocats de la défense réclament une seule chose, celle de la reprise du procès. Depuis 2019, ils sont en prison. L'instruction est terminée. Nous étions même en fin de procès. Il y a d'autres dossiers qui attendent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous ne parlons même pas de leurs conditions de détention. Nous ne parlons même pas de leur état de santé. Mais nous souhaitons et nous pensons qu'ils doivent avoir droit à un procès juste et équitable, tenu dans un délai raisonnable. Parce que le droit à un procès juste et équitable fait partie des valeurs démocratiques de notre pays. Dans leur déclaration, les avocats ont rappelé que les débats de fond étaient déjà très avancés avant l'interruption du procès. Un véhicule de transport en commun a été attaqué dans la nuit du mardi au mercredi 20 janvier à Tamagali sur la nationale Mamunkindia. Une attaque qui a fait un mort, c'est un des assaillants qui a été tué par ses complices. Plusieurs biens ont été emportés et une somme de 16 400 000 francs guinéens. Bintou Souma a joint au téléphone l'un des témoins des faits. C'est aux environs d'1h du matin que les malfrats ont attaqué un véhicule de marque Renault 21, 6 places sur la nationale Mamunkindia. Selon le témoignage, les assaillants au nombre de 3 ont ouvert le feu sur le véhicule à Tamagali. Ils ont retiré plus de 12 millions avec une femme qui était dans la voiture au bord. Ensuite, avec une autre qui avait 4 millions. Et un jeune aussi qui avait 400 000 plus son appareil. Donc, c'est ainsi après leur opération, comme
vu maintenant que le motard est tombé avec leurs collègues qui étaient avec, ce dernier souffrait trop. Maintenant, ils ont voulu prendre leurs collègues, partir avec. Donc finalement, en résumé, ils sont tirés sur leurs collègues. C'est-à-dire juste pour ne pas que si les hommes viennent le trouver là-bas, qu'ils expliquent quelque chose. Au cours de l'attaque, l'un des assaillants a été tué et 2 passagers légèrement blessés. L'assaillant arborait un gilet de moto-taxi de Mamou. Une piste d'enquête soutient Ibrahima Sow. Les enquêtes qu'ils ont menées là-bas, c'est-à-dire c'est de partir vers le syndicat de Mamou, les taximètres là-bas, voir qui avait le gilet là. Si c'est un taximètre ou quoi. Le mauvais état des routes, le manque de moyens de déplacement pour les forces de l'ordre de ces localités seraient entre autres les causes de ces attaques des coupeurs de route. Le dernier cas avait coûté la vie à 2 personnes. À présent, nous parlons environnement dans ce journal. Les plages de Conakry sont devenues des dépotoirs d'ordures. Toutes sortes d'ordures ménagères sont déversées au quotidien sur ces bordures de mer. Les administrateurs des plages et des environnementalistes dénoncent cette situation. Yaï Oumoubari et Ibrahima Paye Kamara. Des déchets plastiques ou encore des ordures de toutes sortes, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes, c'est l'image qu'affichent la plupart des plages de la capitale. Cette menace des riverains sur les bras de mer inquiète les environnementalistes. En voyant ça, me rend mal à l'aise. Je me sens impuissant parce que souvent, on a souvent fait des sensibilisations par rapport à ça. Mais on comprend ici il y a le manque de l'application des règlements et textes. Et puis, les populations, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, ces bordures de mer, ils auraient dû être d'autres choses que de les polier. Regardez la plage de Rogbane aujourd'hui. Des années passées, nous, lorsqu'on était des jeunes, on partait là-bas pour jouer, se nager et faire tout. Mais actuellement, là-bas, tu ne peux même pas passer par là-bas. Ils ont construit tout au lit des bordures de mer, donc personne ne dit rien. Alors que c'est nous les populations qui partons là-bas et salir là-bas. La mer n'accepte jamais la saleté. Avec leurs maigres moyens, les administrateurs des plages se battent tant bien que mal pour rendre propres ces lieux de distraction. Pour une gestion rationnelle des ordures sur ces bras de mer, ces jeunes entrepreneurs comptent sur le soutien de l'État. Pour la gestion des ordures en bordure de mer, nous le faisons manuellement et je vous assure que c'est très compliqué et très fatigant parce que nous le faisons avec les moyens de bord, c'est-à-dire les brouettes, des râteaux, des balais, avec une équipe très restreinte, de sorte que nous demandons à tout le monde, bonne volonté, à toutes les associations qui peuvent nous aider de venir au secours. Et nous voulons que le gouvernement nous vienne en aide en nous octroyant les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à nettoyer davantage, ainsi que des camions pour pouvoir enlever ces ordures que nous avons mis là depuis 30 ans. Ça fait plus d'une année, parce que nous n'avons pas les moyens. Le premier tas a été enlevé, ce qui nous a coûté des millions. Et avec la pandémie, on a stoppé à maintes reprises nos activités, de sorte que maintenant, nous n'avons pas les moyens pour louer des camions pour pouvoir enlever. Donc nous demandons au gouvernement de nous aider. En 2019, lors d'un conseil des ministres, le président Alpha Condé a ordonné que la mission des brigades urbaines motorisées nouvellement créées soit étendue au respect de l'interdiction des dépôts d'ordures sur les bordures de mer. Une décision qui est restée sans effet sur la protection de l'environnement. Située à 7 km de Conakry, l'île de Kassa est confrontée à d'énormes difficultés pour son développement. Elle manque d'infrastructures sociales de base, notamment des routes, marchés, centres de santé et autres. Un seul collège accueille des enfants venus de divers horizons. Ibrahima Soribari et Ibrahima Paye Kamara, reportage. Considérée comme l'un des sites les plus visités par des touristes en Guinée, l'île de Kassa affiche un visage de contrée pauvre. Enclavée à quelques kilomètres de Kaloum, cette localité manque de route. Le centre de santé est aussi confronté à un déficit de personnel. Une situation que déplore le premier responsable de cette structure sanitaire.
Nous avons la consultation primaire curative, nous avons le PEV, nous avons la consultation prénatale, nous avons aussi la planification familiale. Ensuite, il y a les activités de la maternité. L'accouchement s'est fait à Kassa. Nous avons le volet nutritionnel qui, en dépit de manque de personnel, nous essayons de l'assumer à la satisfaction de la population. Les habitants de Kassa sont également obligés de traverser l'Atlantique pour s'acheter de quoi manger. Faute de marché, ils s'embarquent pour s'approvisionner au centre-ville de Kaloum. Le petit marché du coin ne répond pas aux besoins des 14 000 habitants. Nos inquiétudes à propos de notre marché, c'est du fait que le sous-préfet qu'ils ont changé avait commencé à le finaliser pour nous avant son départ. Il a mis des fenêtres. En plus, il nous avait dit qu'il allait installer des tables à l'intérieur et aussi mettre des portes pour qu'on puisse fermer nos objets dedans. En attendant, c'est au dehors ici qu'on s'assoit pour faire nos petits commerces. Notre marché qui est ici, il faut avoir le courage pour rester. Dans le secteur éducatif, le niveau de formation des élèves est remis en cause. Il n'y a qu'un seul collège qui est confronté à d'énormes difficultés. D'abord, nous partirons du manque de clôture autour de la concession scolaire, ce qui entraîne la sortie des élèves pendant les heures de récréation et bon nombre ne reviennent plus. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, il y a un manque d'eau potable. Le collège n'a pas de forage. Nous sommes en manque d'électricité également, qui se pose avec acuité. Et vous avez vu l'aspect des classes. Il fait réellement sombre dans les salles de classe. Et pendant la saison des pluies, quand il y a pluie, décidément, nous sommes contraints d'interrompre les cours, parce que la visibilité n'est pas là. Conscient de la situation de cette île, le sous-préfet de Kassa revient sur le projet en cours pour booster le développement de la localité. Il faut reconnaître quand même que depuis l'érection des îles en sous-préfecture, il n'y a pas eu un outil de travail comme chez les autres. Quand vous prenez les autres sous-préfectures ou les communes rurales, ils ont leur outil de développement qu'on appelle PDDI ou PDL. Et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'ai invité du moins tous les élus locaux, les cadres et autres autour de moi, pour qu'on puisse parler de cet élément. Kassa est l'une des principales agglomérations de l'archipel de Los, composée des îles Tamara et de Fotoba. L'activité phare des citoyens de Kassa, des formations de Casa en espagnol, est la pêche et l'artisanat. Des Guinéens, Sénégalais, Léonais et Ghanéens y vivent paisiblement, loin des bruits de Kaloum. L'association des médecins urgentistes met en garde face à l'augmentation des cas graves et des décès et indique que le coronavirus se propage à vive allure dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-Louis et Kaolack. L'organisation appelle à redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières et souligne l'épuisement du personnel soignant affecté dans les centres de traitement. C'est un commentaire de Mariama Bari. Sur le pont depuis l'apparition du virus au Sénégal, Dr Khalifal, médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Djalal Jam de Guédiawaye, le reconnaît. Elle fatigue. On est vraiment épuisé. On a commencé depuis le mois de mars et jusque-là, il n'y a pas eu de repos, il n'y a pas eu de répit. Mais c'est obligatoire de tenir en fait devant la menace de mort ou de détresse obligatoire, déplore-t-elle. Dans la région de Matam, au nord-est du pays, le centre de traitement d'Ourossogui accueille les cas graves et dispose de 5 lits de réanimation. Les services sont sous pression. C'est très difficile, notamment avec un effectif minime, constate l'un des responsables, le docteur Ndiaye Diop. Le personnel tourne dans les différents services hospitaliers, explique-t-il. Aujourd'hui aux urgences, demain au CTE, car il n'y a pas que le Covid. Les autres urgences sont là et il faut les gérer.
Selon le ministère de la Santé, le Sénégal enregistre à ce jour 546 décès liés à la maladie. Comme je vous le disais au sommaire, les deuxièmes matchs du groupe A au compte du CHAN Cameroun 2020 se sont joués mercredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, qui opposait les Lions indomptables aux Aigles du Mali, qui se sont neutralisés un but partout. Et dans le deuxième match, le Burkina Faso prend sa revanche face au Zimbabwe. Mohamed Salou Diallo, reportage. La deuxième journée du groupe A été prolifique en buts. 5 buts au stade Amadou Ahidjo. Dans la première manche, il y a eu un partage de points entre Camerounais et Maliens. Dans une rencontre très électrique, ce match s'est achevé sur le score de 1 but partout. Dans le second match de la journée d'hier, les Warriors et les Étalons n'avaient pas droit à l'erreur pour leur deuxième sortie à cause de la défaite de chacun lors de la première journée. Une victoire de part et d'autre était impérative pour se relancer dans la compétition. Le Burkina Faso, bien en place, prend sa revanche après sa défaite 1-0 lors de l'édition de 2014 en Afrique du Sud et enregistre sa toute première victoire de la compétition. Au début de la rencontre, le Burkina Faso se lance à l'offensive. La réaction du Zimbabwe sera immédiate. Le Zimbabwe ouvre le score à la 14e minute sur une frappe de Issoufou Soso qui ne laisse aucun sens à la défense des Warriors. Le match sera relancé peu avant la demi-heure de jeu par Peterson qui remet les pendules à l'heure à la 23e minute de jeu. Le Burkina Faso se verra refuser un pénalty indiscutable à la 26e minute après un accrochage sur Soumaïla Ouattara dans la surface. À la 43e minute, René Zungrana marque pour le Zimbabwe. 1 but partout, c'est le score de la première période. La deuxième période démarre à l'image de la première. Les Burkinabés reprennent l'avantage. Mohamed Ouattara infiltre dans la défense zimbabwéenne, déclenche une frappe somptueuse au filet. 2-1, puis un troisième de Isaka Kyodraogo à la 67e minute. Dominé bout en bout, le Zimbabwe va s'incliner sur le score de 3-1 et sera le premier pays éliminé de la compétition après 2 défaites consécutives. Voilà, c'est cet élément de Mohamed Salou Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.